présente Karel Ménard, qui est du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets. Oui, c'est ça. Karel, dans le fond, c'est notre conférencier de ce soir. C'est, à mes yeux, à moi, c'est le plus grand spécialiste au Québec en gestion des matières résiduelles. Ça fait plus de 20 ans, dans le fond, qu'il œuvre dans le domaine. Il a vu passer plein de projets, des projets au niveau de la consigne, au niveau de l'impact, dans le fond, environnemental sur les sociétés, sur les gens, sur les communautés. C'est quelqu'un qui s'implique, c'est quelqu'un qui va continuer de s'impliquer. Et puis, dans le fond, le mouvement pour une ville zéro déchet voulait amener une nouvelle connaissance, dans le fond, une nouvelle forme, on pourrait dire, de zéro déchet collectif. Et puis, on a pensé à Karel. Là, j'ai son CV dans les mains, je ne vous ferai pas tout. Là. Dans le fond, il est le directeur général d'un organisme provincial spécialisé dans le domaine, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Des déchets. Les déchets amènent des déchets, c'est clair, par la pollution, par l'intoxication. Dans le fond, il a été témoin et puis il a été aussi un acteur privilégié dans le domaine. Il a fait partie du comité conjoint sur les matières recyclables, la modernisation de l'industrie, de la récupération et du recyclage. Dans le fond, responsabiliser les producteurs de façon étendue, le dossier de la consigne, la valorisation ou l'élimination des déchets. Et puis, travailler avec des groupes de citoyens. Dans le fond, tout ça, et même plus, il va nous en parler ce soir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci Mathieu pour cette belle introduction. Je vois que la salle, en fait, de ce que je vois, parce qu'on a des gros spots devant la face, mais elle est bien remplie. Je ne sais pas si vous avez dit qu'on allait avoir une nouvelle équipe de hockey à Québec. Je ne parlerai pas de ça ce soir. Je vais parler de déchets, non pas de décès. Quoique, si on parle de réduction à la source. Et merci. Merci au mouvement pour une ville zéro déchet et aux Amis de la Terre de Québec que j'affectionne particulièrement parce qu'ils font depuis très 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 longtemps, et je suis là pour en témoigner, je suis là depuis en fait presque 25 ans. Ils font un très très bon travail qui a des répercussions partout à travers le Québec, donc on peut être fiers des mouvements environnementaux et sociaux qu'on a à Québec. Et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir de venir, parce que c'est toujours justement un plaisir et un honneur d'être invité pour parler aux gens de Québec qui sont extrêmement impliqués. Donc, on m'a demandé de parler de zéro déchet et des alternatives à l'incinération. Vaste mandat dans cette période de zéro déchet. D'ailleurs, cette semaine, c'est la semaine québécoise de réduction des déchets qu'on organise. En fait, c'est le Front commun qui l'organise depuis 3 ans, qui a commencé samedi dernier, qui se déroule jusqu'à dimanche. C'est sa 18e année et c'est la 3e année, nous, qui l'organisons. On m'a dit de parler pas trop, peut-être 1 heure. Donc, si après 2 acétates ou 2... Comment on appelle ça? Diapositives. Je suis juste... Après 1 heure, je suis encore à une diapositive. Faites-moi des signes comme quoi je vais arrêter. Et après ça, il y a une période de questions. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Et je vais essayer d'y répondre avec l'ensemble des connaissances que je pourrais avoir dans le domaine. Donc... Bon, c'est une présentation, c'est une béquille, hein, la présentation, donc c'est moi qui est intéressant. Vous pouvez la regarder si vous voulez, mais c'est juste plus pour moi que pour vous. Donc, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi mon organisation pour savoir qui vous parle devant vous. Un bref historique de la gestion des déchets au Québec, pour savoir d'où est-ce qu'on vient et peut-être où est-ce qu'on s'en va. Pourquoi le recyclage ne suffit-il pas? C'est-à-dire, on passe à travers une crise du recyclage actuellement. Moi, je pense que c'est plutôt une crise de la récupération. On est malade à ce niveau-là au Québec, donc, mais pourquoi ça ne suffit pas de mettre quelque chose dans un bac de recyclage à la maison? Vous allez voir, comprendre les réductions. C'est-à-dire, c'est un mot qui est beaucoup galvaudé, réduction. Vous allez voir quelles sont les différentes réductions dont on parle et pourquoi faire attention à certaines plus qu'à d'autres. Réduction versus croissance, parce que la surproduction de déchets, en fait, est intimement liée à notre croissance, en fait, notre volonté de toujours vouloir croître
à l'infini au niveau de la croissance économique. Il y a un lien direct avec la surconsommation, parce que la surconsommation, c'est le moteur de la croissance. Et en fait, on va tellement vite qu'on va frapper un mur et ça va nous faire mal, à moins qu'on change carrément de paradigme ou de cap. L'incinération. Ben, moi, je crois que c'est un frein au développement durable. Entre vous et moi, je ne suis pas un amateur du mot durable, développement durable, parce que c'est aussi un terme qui est galvaudé. Mais pour que tout le monde comprenne, c'est-à-dire l'incinération, c'est pas bon pour l'environnement. Point. Les alternatives à l'incinération, quelles sont-elles? Il y en a des millions, mais je vais vous en parler de quelques-unes en particulier, et je vais terminer avec une période de questions, si vous en avez, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous voulez approfondir. Ça vous va? Bon. Donc, la présentation de mon organisme, le FCQGED, c'est très très long, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Je l'ai dit une fois, je ne le dirai pas deux fois. Nos cartes d'affaires sont recto verso, c'est pas des blagues, on a plus de place après. Donc, qui sommes-nous? Bon, on est un organisme à but non lucratif créé en 1991. C'est-à-dire, on a été créé par des groupes de base. À l'époque, il y avait la question de l'importation de déchets américains sur le territoire québécois. On a réussi à contrer ça. Il y avait aussi un dossier avec lequel on a flirté au début des années 90, c'était l'incinération des BPC. Pour les plus vieux qui s'en souviennent, c'était un dossier. Donc, on s'en a occupé aussi dans ces années-là. Mais surtout, c'est qu'on a regroupé... C'est pas moi, là. Merci. On a regroupé dès le départ, en fait, ce sont des citoyens, des assemblées de cuisine qui se sont mis ensemble pour former un mouvement environnemental, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas qui travaillaient dans le domaine de la gestion des déchets. C'était, encore là, pour ceux qui s'en souviennent, la gestion des déchets au Québec, c'était le principal sujet environnemental. Donc, c'était pas les gaz à effet de serre, à l'époque, ça n'existait pas, ou à peu près pas. Donc, c'était vraiment les poubelles. Donc, on est né de cette mouvance-là, en 91. Donc, à travers toute la province, on avait des associations membres. On en avait jusqu'à près d'une centaine. Maintenant, on est rendu à peu près à 40 organisations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement environnemental s'essouffle, ou lorsqu'on ne traite pas d'autres sujets, je ne vais pas dire à la mode, mais dont on parle beaucoup ces temps-ci, on est un petit peu délaissé. Donc, au niveau de la gestion des déchets, de moins en moins d'organismes qui sont impliqués. Peut-être aussi parce qu'on a obtenu des victoires, mais aussi peut-être parce qu'il y a des gens qui, après quelques années, ont connu malheureusement des situations un peu plus difficiles dans leur domaine chez eux, dans le domaine de la gestion des déchets chez eux. Donc, le Front commun est impliqué dans les gros dossiers, dans les grands dossiers de la GMR, de la gestion des matières résiduelles. Donc, du moment que le dossier, comme par exemple la valorisation énergétique, le compostage, la biométhanisation, a des incidences provinciales, on est impliqué dans le dossier à divers niveaux, soit directement auprès des populations, des groupes de citoyens, des groupes d'environnement, mais aussi, et c'est peut-être là où on est actif le plus, parce que les gens ne nous connaissent pas beaucoup, on est actif auprès des autorités gouvernementales, provinciales. Donc, on essaie d'influencer de la bonne façon les différents gouvernements au pouvoir pour qu'ils adoptent des politiques ou des règlements en faveur d'une gestion écologique des déchets. Donc, c'est là où on intervient le plus souvent et où on est présent quand même, dans tous les dossiers ou tous les comités qui existent en gestion des matières résiduelles. Je vais en nommer quelques-uns plus tard. On est présent. On est actif sur les plans local, régional et national. Au niveau local, lorsqu'on a un groupe membre ou des citoyens nous demandent d'intervenir dans un dossier et on a les ressources financières et humaines, parce qu'on est à Nouvelle-Ville, donc on n'a pas beaucoup de sous, mais si on pense que ça vaut la peine de se déplacer, qu'on a les moyens de le faire et qu'éventuellement, il va y avoir des répercussions positives, c'est-à-dire aider les gens, on va intervenir et ça va nous faire plaisir. Donc, on se prétend à un groupe national. Moi, personnellement, mon bureau est à Montréal, mais j'aime sortir le plus souvent de l'île de Montréal parce que je ne suis pas un Montréalais, je suis un Sherbrookeois. Et donc, aller à Sherbrooke ou à Québec, ça me fait extrêmement plaisir, en fait, de quitter la grande région métropolitaine de Montréal. Ça, c'est un petit message personnel à mes patrons. Donc, on est impliqué au sein de différents comités officiels. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine et ça veut dire que j'ai commencé, à 5-10 ans et je suis quand même... j'ai quand même un certain âge et je commence à avoir de la misère à lire et c'est quand même un peu petit. Donc, c'est le comité de modernisation de l'industrie de la récupération et du recyclage. Donc, en fait, ce qu'on appelle dans le jargon, entre nous dans le milieu, le comité sur la crise du recyclage. Donc, c'est l'ancienne ministre de l'Environnement, Mme Isabelle Melançon, qui a mis sur pied un comité qui visait
à résoudre ou à nous sortir de la crise du recyclage au Québec. Donc, c'est un comité de 6 ou 7 personnes spécialisées dans le domaine qui représentent les municipalités, l'industrie privée, le secteur communautaire pour trouver des solutions. Pour l'instant, le comité est en attente de voir ce que le nouveau gouvernement va faire avec ça. Donc, un comité de suivi des projets pilotes d'expérimentation, de tri et de nettoyage du verre issu de la collecte sélective municipale, ce qu'on appelle le plan Verre Innovation. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, c'est qu'on a un gros problème avec le verre depuis de nombreuses années. Je parle du verre issu de la collecte sélective municipale. Le verre a un gros problème. Lorsqu'on met du verre dans un bac de récupération, le verre se casse, le verre se contamine et contamine les autres matières. Et les centres de tri ont énormément de problèmes, sinon sont incapables de trier le verre afin qu'il soit recyclé en verre. On en fait beaucoup d'autres choses, de la joue cimentaire, on en fait du sandblast, du jet de sable, merci, ouais. Mais pour nous, ce n'est pas un véritable recyclage de la matière, c'est simplement ce qu'on appelle en anglais du downcycling. Donc, on dispose du verre et ultimement le verre ne peut plus être recyclé. Et c'est seulement une partie du verre qui est récupérée dans nos bacs de récupération qui subit ces traitements-là. À Montréal, par exemple, tout le verre récupéré dans le bac de récupération va dans un lieu d'enfouissement technique comme matériel de recouvrement. Et ça fait des années que ça dure. Mais l'entreprise privée, notamment incluant la SAQ qui nous appartient, ne veut pas de consignes sur les contenants de verre, sur les siens, sur les bouteilles de vin, qui serait peut-être la meilleure solution pour avoir du verre de qualité qui puisse être transformé, recyclé en verre. Ne veut pas avoir de consignes, donc ils ont mis sur pied des comités, des projets pilotes pour trier le verre dans les centres de tri. Mais en environnement, en gestion de déchets particulièrement, les solutions sont à la source. Donc, éviter un problème plutôt que de trouver des solutions à un problème. Pour l'instant, le projet pilote est toujours sur une base de projet pilote et ça n'a pas été prouvé que le verre issu de... Vous voyez pourquoi je dis qu'après 2 heures, arrêtez-moi. OK? Donc, le verre issu des projets pilotes n'a pas encore trouvé preneur pour le recyclage au Québec. Pourtant, on a la plus grosse usine de recyclage de verre, une des plus grosses en Amérique du Nord, et la compagnie doit importer du verre de l'étranger, du verre qui est consigné, qui est pur. Donc, de l'Ontario, il y a une consigne, des provinces maritimes ou de la Nouvelle-Angleterre. Donc, il y a un projet pilote pour trouver des solutions à ça. En fait, le projet pilote a simplement servi à ne pas discuter de consignes durant la période électorale et remettre ça au prochain gouvernement. Et ça a fonctionné. Et ils ont fait ça avec les bouteilles d'eau il y a 10 ans. Et ils vont certainement refaire ça. Donc, on fait des comités, on fait des projets pilotes pour ne pas prendre de décision ou dire qu'on fait quelque chose sans jamais rien faire. Donc, et il y a aussi un comité de normalisation du Bureau de normalisation du Québec sur les amendements organiques, digestat et biométhanisation. Donc, on va accompagner, en fait, on va être partie prenante, plus précisément, du comité de BNQ sur les digestats issus de la biométhanisation. Je pense que ça nous concerne tous ici. Le comité n'a pas encore commencé ses travaux, ça va commencer dans une semaine. Donc, c'est le genre de travail qu'on fait, en plus de venir en aide aux groupes, aux citoyens locaux, en plus de réaliser la Semaine québécoise de réduction des déchets, en plus de faire beaucoup d'entrevues dans les médias, parce qu'on a le seul organisme provincial qui travaille au niveau de la gestion des déchets. Donc, on est pas mal occupé au bureau pour la personne qui y travaille à temps plein. Et on organise la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui est en ce moment d'ailleurs. Donc, un bref historique de la gestion des déchets au Québec. Bon, j'ai essayé de rendre ça un petit peu ludique parce que c'est ça, pas les poubelles, là, un mercredi soir. Mais donc, je préférais faire autre chose, mais quand même. Donc, au départ, faut... Pardon, je suis sortant avec ça, mais faut comprendre que l'être humain est le seul animal, nous sommes encore des animaux mammifères, qui produisons des déchets. Okay? C'est-à-dire les perroquets, les serpents, les poissons, les singes, qui ne produisent pas de déchets. Ils mangent une banane, la pure de banane retourne à la terre et il y a un arbre qui pousse à côté. L'être humain, c'est le seul animal qui produit un déchet qui ne retourne pas à la terre, ne se transforme pas de façon rapide. J'ai marqué des pyramides. En fait, c'est juste pour vous dire que la plupart des lieux archéologiques qu'on découvre, souvent ce sont des dépotoirs, des anciens dépotoirs. C'est pour ça qu'on trouve des bouts de vaisselle cassés, des bouts de pipe, des choses comme ça. C'est parce que c'est là où on mettait les poubelles de la famille, de la tribu, peu importe. Et on découvre ça et on pense que wow, c'était... ça voulait dire qu'il y avait
des signes religieux ou des rites et ainsi de suite. Non, c'était peut-être simplement un dépotoir de l'époque qui a été découvert par nos archéologues. Pyramide ou mettez autre chose. Donc, ensuite, ça c'est au Québec, c'est un mur dans un champ comme on en voit bien souvent. Si ça vous tente de faire justement des découvertes intéressantes, marchez le long de ces murs et au bout, vous allez voir éventuellement encore des tessons de bouteilles, des bouteilles, des pipes, des boutons. J'ai des amis qui font ça, ils trouvent des trésors, des antiquités. Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on faisait pour se disposer des biens qui n'étaient pas réutilisés comme compost ou donnés aux poules ou qu'on ne pouvait pas garder à la maison. On allait au bout du rang, puis on allait au bout du muret de pierre, on mettait nos vidanges, mais en fait, c'était quelques petits... Eux, ils étaient vraiment zéro déchet à l'époque. Mais, et c'est pas une blague, allez faire ça une fois, si vous prenez dans une campagne, puis vous voyez un petit mur comme ça, faites l'exercice, vous allez peut-être faire des découvertes très intéressantes. Parce qu'au début du siècle, ou au Québec, jusque dans les années milieu du 20e siècle, on disposait de déchets comme ça sur notre terre, au bout des petits murs de pierre comme ça, où on envoyait carrément nos poubelles dans le fleuve ou dans la rivière. Mais à l'époque, il n'y avait pas de produits de synthèse, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas autant de métaux qu'on avait actuellement, donc il n'y avait pas de produits chimiques. Donc c'était peut-être un moindre mal. Ça, c'est Montréal. J'aurais aimé savoir le stade olympique. On m'a trouvé ça comme photo légale. Parce que la plupart des parcs, et c'est peut-être la même chose à Québec, la plupart des parcs à Montréal, dans les grandes villes en général, ou dans les villes, sont d'anciens dépotoirs. C'est-à-dire des anciennes carrières qui ont servi à extraire du roc ou des agrégats pour construire des maisons, des routes, et ainsi de suite. Et les trous, on les remplit avec des matières résiduelles. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on a des fois des problèmes. Les sols s'affaissent. À Montréal, dans certains quartiers, c'est ce qui arrive. Les maisons, on entend ça des fois, puis là, il y a des reportages qui sont sortis. Bon, il y a des problèmes de biogaz aussi dans certains cas, mais les maisons s'affaissent parce que souvent, c'est du bois, des poutres, des choses comme ça. Le sol joue, c'est-à-dire c'est une carrière qui a été remplie de déchets au siècle dernier, lorsque la ville s'est agrandie. Et bien, c'est ça que ça donne comme résultat. Même Montréal, jusqu'à un certain point, l'île de Montréal s'est étendue dans le fleuve parce que ça a été des dépotoirs et souvent de produits dangereux. Donc à Montréal, au bord du fleuve, il y a des écoulements encore de produits toxiques depuis des décennies parce que pendant très longtemps, ça a été des dompes pour des produits dangereux. Et à l'époque, il n'y avait aucune espèce de surveillance ou de contrôle de ce qu'on pouvait mettre où et quoi. Et aujourd'hui, on en vit encore malheureusement avec les conséquences. C'est juste, pour ceux qui... C'est juste à la fin des années 80 qu'on a eu un ministère de l'Environnement, à la fin des années 70, pardon, qu'on a eu un ministère de l'Environnement et un règlement sur la gestion des déchets au Québec. Donc, au début des années 1900, on est passé à environ de 10 kg par habitant au Québec, de génération, à plus de 1000 kg par habitant. Donc, 13 millions de tonnes générées au Québec. On parle de déchets domestiques. Domestiques, pour être un petit peu technique, ça comprend les déchets assimilables ou déchets de maison qui proviennent des industries, des commerces, des institutions et aussi des agrégats, construction, démolition, rénovation. Donc, 13 millions de tonnes en 2008, ce qui est énorme. Le Québec a déjà été, selon l'OCDE, l'Organisation du commerce et du développement économique, un des plus gros, sinon le troisième de mémoire, plus gros générateur de déchets au monde. Donc, on pense que c'est les Américains ou... bon, non, c'est nous qui avons malheureusement ce triste record. Donc, ça veut dire qu'on est passé d'un petit tas de déchets à un méga-tas qu'on a du mal à gérer et qu'on gère très mal aujourd'hui parce que de plus en plus de produits de synthèse, des produits de plastique et des matières qui finalement sont jusqu'à un certain point des ressources. Si j'ai une question à la fin pour dire qu'en 1900, il n'y a pas de sac de plastique, vous avez raison, c'est juste une illustration. Pourquoi le recyclage ne suffit-il pas? C'est un tableau, il n'y a pas d'examen après la présentation, mais je vais me servir de ce tableau-là pour vous dire que finalement, la gestion des matières résiduelles en chiffres, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi, et c'est basé sur des concepts ou des prémices qui sont faux à la base ou inapplicables ou inadéquats plutôt à la base. Ça vient de Recyc Québec, donc la Société québécoise de récupération et de recyclage, la société d'État qui s'occupe de récupération et de recyclage comme son nom l'indique. Et c'est dans le dernier
bilan. Donc, c'est les chiffres de 2015, ce sont les plus récents disponibles. Donc, lorsqu'on parle d'un taux de récupération, j'imagine que vous êtes tous et toutes un petit peu familiers avec le taux de recyclage. On dit le taux de recyclage au Québec, on parle de 65 c'est toujours un chiffre qui revient en tête, 60 En fait, c'est 54 le dernier chiffre en bas. Le total, c'est 54 de recyclage. Désolé. Et là, tout de suite, je vais casser un mythe devant vous. Lorsque vous mettez quelque chose dans un bac à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez quelque chose dans un bac à la maison. Vous ne recyclez pas. Moi, je n'ai pas de bac de recyclage à la maison, j'ai un bac de récupération. Le camion qui ramasse mon bac de récupération, c'est pas un camion de recyclage, c'est un camion qui ramasse mon bac dans lequel j'ai mis des choses pour la récupération. Le centre de tri ne fait pas de recyclage. Un centre de tri va trier ce que le camion de récupération lui amène. Donc, on mélange et ça, c'est un petit peu voulu. On associe beaucoup récupération-recyclage. Ah, c'est quoi le plus grand... c'est une question que je pose, mais il y a beaucoup de gens, là. Le plus grand problème environnemental ces jours-ci, là, dont on parle beaucoup. Une réponse, c'est quoi? Une autre réponse. Ah, changement climatique, c'est ça. Oui, ça, bon, c'est arrangé avec le gars des vues peut-être, mais oui, c'est ça. Généralement, les gens répondent changement climatique. Et je pose la question, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour résoudre cette problématique-là énorme? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse là. Je recycle, on recycle. Bon, oui, ben, c'est ce que les gens répondent, là, parce que ça touche tout le monde. On a chacun un bac de récupération à la maison, mais on ne recycle rien, à moins que vous ayez une usine dans votre cour en arrière et que vous fassiez du recyclage, mais vous faites seulement mettre quelque chose dans votre bac de récupération. Et ensuite, ben, le bac va au centre de tri, puis le centre de tri, qu'est-ce qu'il fait avec? Je ne dis pas qu'il fait des mauvaises choses avec, mais dans les faits, on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas de traçabilité des matières récupérées au Québec. C'est un des problèmes qu'on a au fameux comité, c'est-à-dire au niveau de l'information, qu'est-ce qu'il advient des matières recyclables au Québec? C'est un des problèmes. Si on veut trouver une solution, il faut savoir aussi c'est quoi le problème. On sait, parce qu'on a des données globales, que plus de 60% des matières qu'on mettait dans le bac de récupération dans ces années-là, ou jusqu'à tout récemment, allaient en Asie, principalement en Chine. Donc, côté gaz à effet de serre, bonjour le recyclage, c'est quand même des millions de tonnes de matières recyclables, donc des ressources qu'on exporte. Ça nous coûte à nous tous 150 millions de dollars par année, parce que c'est nous qui payons ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, on a exporté des ressources et on a créé des jobs, mais à l'étranger pour la plupart. Et c'est comme ça dont on gère les matières résiduelles et c'est comme ça dont on recycle. Et encore là, regardez bien, ça vient du gouvernement, le tableau avec le titre. C'est acheminement aux fins de recyclage des matières provenant des résidences. Le mot recyclage est là, mais en fait, ce que le gouvernement calcule, c'est combien de matières ont été transportées de chez vous au centre de tri. Il ne dit pas combien de matières ont été recyclées parce qu'on ne le sait pas. Donc déjà là, lorsqu'on a des objectifs de récupération au Québec, c'est vrai, mais ce ne sont pas des objectifs de recyclage. On ne sait pas combien on recycle de matière au Québec, parce que les données n'existent pas, il n'y a pas de traçabilité. Donc s'il n'y a pas de traçabilité, on ne peut pas vraiment savoir si, par exemple, le plastique que j'ai mis dans mon bac, la Ville de Québec, le plastique que j'ai mis dans mon bac, va être traité au Québec dans une entreprise québécoise ou être vendu à des courtiers qui, eux, vont les vendre à l'étranger. On ne le sait pas. C'est des données auxquelles on n'a pas accès et qui n'existent pas de toute façon. Donc, on a un gros problème à ce niveau-là. Et c'est une espèce de petit ou de grand leurre collectif. C'est-à-dire, on pense qu'on recycle, mais en fait, qu'on récupère. On pense que ce qu'on récupère au Québec va être traité au Québec. On fait des battes de baseball avec les canettes d'aluminium. On ne recycle pas l'aluminium au Québec, donc on fait juste de l'aluminium à partir de bauxite de matière vierge. Le recyclage se fait ailleurs. Et les matières récupérées au Québec se vendent au plus offrant sur des marchés internationaux. Tant mieux, et j'encourage le fait qu'elles soient vendues ici, transformées ici, c'est ce qu'il faudrait ultimement, mais c'est un libre marché, ça peut être vendu et transformé à l'étranger. Donc ça, c'est que si on veut passer à travers la crise du recyclage actuellement, il faudrait résoudre ça. On parle beaucoup d'économie circulaire, mais l'économie circulaire aussi, c'est un terme qui est très, très galvaudé. Parce qu'il y a le mot économie dedans, c'est à la mode, mais ça ne veut pas dire nécessairement environnement, économie circulaire.
Économie circulaire, c'est juste dire réintroduire une matière dans un cycle de production en continu, donc arrêter un cycle, en fait, un cycle linéaire, je ne sais pas si ça se dit, mais extraction, production, consommation, disposition. Donc, on veut que la matière revienne, une fois sa vie utile terminée, revienne dans la boucle de production. Mais la question de proximité n'est pas très bien définie au niveau de l'économie circulaire. Il y a beaucoup de définitions. Et il y a des modes de recyclage, comme par exemple ce qu'on appelle du recyclage, pas pour moi, comme par exemple la valorisation énergétique. Si on brûle du plastique pour faire de l'énergie, est-ce que c'est du recyclage? Certains vont dire que oui, certains vont dire que non. Nous, on dit non, c'est un gaspillage de ressources, c'est extrêmement polluant. Toute forme d'incinération ou de valorisation énergétique, en fait, par des voies de destruction thermique, le style incinération, c'est extrêmement polluant. L'Europe vient en fait, tout récemment, a une définition du recyclage. Le recyclage de l'Union européenne, la définition, n'inclut pas les formes de valorisation énergétique. Alors qu'au Québec, c'est un petit peu l'inverse. On veut justement faire reconnaître que s'il y a un incinérateur, il y en a-tu un à Québec? Oui. Si un incinérateur brûle de la matière et vend son énergie à une entreprise à côté ou à une institution publique, se fait passer pour une entreprise de recyclage ou de valorisation, moi j'ai un gros problème avec ça. Ça demeure de l'incinération, ça demeure un mode d'élimination. Et au niveau réglementaire, c'est deux mondes, valorisation et élimination. Donc, pour vous dire que le recyclage ne suffit pas. Et regardez même les pourcentages, les taux, l'avant-dernière colonne, ou même la dernière, si vous voulez, ça va être plus simple, les taux d'acheminement aux fins de recyclage. Vous avez compris qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est véritablement recyclé. On sait qu'est-ce qui est amené au centre de tri. Parce que les villes payent, en fait, c'est comme ça qu'on le sait. Elles payent à la tonne les matières qu'on achemine à des centres de tri, mais une fois que c'est passé, en fait, une fois que la matière est mise dans le camion, on ne sait pas vraiment ce qu'il advient de ces matières-là. On en a une vague idée, et je veux juste dire, c'est pas vrai que tout va au dépotoir. Ça, c'est un mythe urbain. Okay? Ça coûte cher envoyer des matières au dépotoir pour le centre de tri et il y a un système compliqué de compensation et ainsi de suite. Donc, c'est pas avantageux pour un centre de tri, pour quiconque, d'envoyer des matières recyclables dans un dépotoir. Donc, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis que le système qu'on nous montre ou qu'on veut bien nous faire croire est imparfait parce que les matières, bien souvent, partent à l'étranger ou sont transformées d'une façon qu'on ne sait pas. Et lorsque la matière va à l'étranger, là, par contre, j'ai aucun contrôle sur ce qu'il advient de la matière. Si on envoie, par exemple, comme on faisait, des ballots de papier avec des taux de contamination par du plastique ou du verre de 15 ou 20 donc sur une tonne de papier, on avait seulement 800 kilos de papier, les 200 autres kilos en Chine ou au Vietnam ou dans les autres pays là-bas où on a envoyé nos matières, ou en Corée pour les contenants multicouches. On ne sait pas ce qu'il advient. Est-ce que ça va dans un dépotoir? Est-ce que ça va... ça, on ne le sait pas. Mais regardez seulement le taux d'acheminement aux fins de recyclage. Papier-carton, c'est ce qui nous sauve la mise, c'est presque 80%. Ça n'a pas changé au cours des dernières années. Le contenu du bac de récupération, c'est principalement de la fibre, papier et carton. Le métal, 49%. Le plastique, 18%. Oui, je sais que c'est pas beaucoup, hein? Moi aussi, ça me fait cet effet-là, ça me donne envie de pleurer. Le verre, c'est 14%. Et là, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait une usine, ce chiffre est un petit peu dur à comprendre, mais il y avait une usine qui faisait du conditionnement du verre à Longueuil, qui s'appelait Clareco, et seulement 14% du verre qui était acheminé à cette usine était en fait issu des résidences, était acheminé à des fins de recyclage. Ce qui n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est 0% du verre de la collecte sélective municipale qui est transformé en verre. Le reste, c'est sous forme d'agrégat ou de jet de sable. Merci. Mais c'est encore une façon déguisée pour dire qu'on fait quelque chose avec le verre alors qu'on ne fait strictement rien avec. Donc, le taux d'acheminement des fins de recyclage est 54%. Ça veut dire qu'on a quand même une responsabilité en tant que citoyen. On pourrait faire plus. C'est-à-dire, si on met seulement 18% du plastique que l'on consomme à la maison dans le bac de récupération, ça veut dire qu'il y a quand même 82% du plastique à la maison qu'on met soit dans la poubelle point, parce qu'il n'y a pas 36 000 façons. Je ne pense pas qu'on le brûle dans la cheminée. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Soit parce que le plastique est simplement pas recyclable, parce qu'on parle d'autres types de plastique, ou parce qu'on ne se donne pas l'effort de mettre tout ce qu'on peut dans le bac de récupération, parce que c'est trop compliqué, parce que de toute façon, c'est plus facile de le mettre à la poubelle, et ainsi de suite. Donc, le recyclage, oui,
Encore faut-il que ce soit véritablement du recyclage et non pas seulement un transport de matière qu'on nous présente. Mais c'est pas suffisant. Donc le recyclage, c'est bien, mais la réduction, c'est encore mieux. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des bacs de récupération à peu près vides, puis des poubelles aussi à peu près vides. Voir mon voisin qui a un bac qui déborde semaine après semaine, je trouve qu'il ne fait pas vraiment sa part pour l'environnement. Parce que sachant qu'est-ce qui arrive, en fait, ne sachant pas vraiment qu'est-ce qui arrive avec les matières, ça cause problème, et sachant aussi que finalement, ils surconsomment. Donc le problème, c'est pas tant la gestion des déchets, oui, c'est un problème, mais le problème qu'on veut cerner ou trouver une solution, c'est pas tant la gestion des matières résiduelles en aval, mais bien en amont, travailler au niveau de la réduction de la source, éviter de produire un déchet. Pas de le gérer de la bonne façon, oui, c'est toujours intéressant de le gérer de la bonne façon, compostage, réutilisation, recyclage, mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment au niveau de la réduction à la source. Et ça, on en parle beaucoup. C'est la priorité numéro 1 de Recycle Québec. Oui, la réduction à la source, oui, la réduction. Mais dans les faits, je pense que la seule activité québécoise de réduction, c'est peut-être la semaine québécoise de réduction des déchets qui se passe en ce moment et qui fonctionne quand même assez bien. L'an passé, il y a eu 500 projets qui ont été déposés dans le cadre de la SQRD. Vous seriez mort de rire de voir le budget familial avec lequel on réalise ça. Et il y a beaucoup d'engouement pour la réduction et c'est tant mieux. Ça peut prendre différentes formes, mais je pense que tout le monde peut trouver son compte aussi jusqu'à un certain point. Mais nous, effectivement, un petit peu comme Mathieu l'avait dit, on est vraiment pour travailler beaucoup au niveau des producteurs. C'est-à-dire, on pense que les producteurs ont la plus grande part de responsabilité au niveau de la réduction à la source. C'est-à-dire, c'est pas vrai, et ça je vais revenir plus tard, c'est pas vrai que c'est toujours le consommateur, le citoyen qui est responsable. C'est pas vrai que c'est la ville qui doit être responsable de l'atteinte des objectifs de récupération. Les producteurs devraient être imputables et redevables et responsables des produits qu'ils mettent à marché au niveau de l'impact environnemental qu'ils peuvent avoir. Ça va pour cette slide diapositive. Donc, comprendre les réductions. Bon, là, je ne parle pas de soupe ou de sauce, là, je parle de... et c'est pas une faute de frappe, là, les réductions, Donc, réduction par... Ça, c'est mes yeux qui me font défaut. Réduction par substitution d'une matière. Bon, c'est un peu compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on transforme un contenant lourd par un contenant plus léger. Vous souvenez-vous des bouteilles de 2 litres de coke en vitre qu'on avait dans les années 70? Les grosses bouteilles de coke là, qu'on buvait, qui étaient en fait embouteillées localement. Donc, il y avait une consigne, et la consigne servait à faire en sorte que la bouteille retourne à l'usine, soit lavée, désinfectée, puis remplie de coke. Coke a trouvé que c'était compliqué, c'était cher, ça créait trop d'emplois de qualité, donc ils ont transformé les bouteilles de verre de 2 litres par des bouteilles en plastique. C'est vrai que les bouteilles de verre explosées, c'est carrément des bombes à retardement qu'on avait à la maison, donc c'est peut-être bien qu'on échange les bouteilles de verre en plastique. Non, ça c'est de l'ironie, c'est complètement faux. Mais en fait, on voit ça de plus en plus. On pense qu'on a réduit, et ça, c'est un peu une des conséquences aussi de ce qu'on avait à l'époque, le protocole, c'est canadien, le protocole national sur les emballages. On voulait réduire le tannage éliminé à une certaine date donnée dans le courant des années 70, début 80. Mais en fait, tout ce qu'on a fait, ou ce que les compagnies ont fait, c'est substituer une matière lourde, dans le cas du verre qui était inerte, qui est recyclable à l'infini, par une matière plus légère, du plastique, mais qui cause beaucoup plus de problèmes à l'environnement parce que c'est fait à partir de ressources non renouvelables. Lorsque c'est brûlé, le plastique cause énormément de problèmes à l'environnement, autant au niveau solide qu'au niveau gazeux. Et on a produit ultimement beaucoup plus de bouteilles en nombre absolu qu'on en avait avant. Donc c'est une fausse réduction. Alors il faut faire attention à ça. Je vais faire un parallèle, mais plutôt inverse. Quand vous achetez une boîte de biscuits, souvent, la boîte est aussi grosse, mais il y a moins de biscuits dedans. En fait, ça, c'est du suremballage, mais c'est-à-dire on réduit sans réduire véritablement, sans qu'on vous le montre. Donc ça, c'est la première forme des réductions. Juste quand on parle de réduction, les réductions ne sont pas toutes pareilles. Posez de quelle matière était fait l'objet
Et de quelle matière maintenant elle est faite? Est-ce qu'il y a véritablement un gain environnemental? Même chose pour les contenants à boire multicouches de forme rectangulaire, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, en 3 dimensions. On dit que c'est bon pour l'environnement parce que justement c'est rectangulaire, il n'y a pas de perte d'espace lors du transport, donc on peut en produire beaucoup plus. On fait un gain au niveau du transport, gaz à effet de serre, on peut en mettre plus dans un camion par rapport à des bouteilles rondes, donc il y a toujours un espace entre des bouteilles rondes parce que bon, ça ne s'imbrique pas les unes dans les autres. Donc c'est le genre de raison qu'on nous donne pour dire que ce contenant-là est meilleur pour l'environnement alors qu'il n'est pas recyclé ici. Un contenant multicouche, ce que veulent les compagnies qui font du recyclage, que ce soit une papetière ou quelqu'un qui recycle du plastique, ça va avoir du plastique ou du papier, de la fibre ou du métal. Si on met les trois ensemble, personne n'en veut. Il faut défaire cette matière-là, ce contenant-là, et au Québec, on ne le fait pas. Donc, on envoie les contenants multicouches ou multimatières ou les contenants aseptiques là où on les accepte et on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive avec parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc, faire attention à ce qu'on vous dit. Et tout est recyclable, hein? Donc, c'est pas parce que c'est marqué recyclable que ça va être recyclé, ça ne veut pas dire que c'est recyclable, que c'est bon pour l'environnement. Le petit ruban de Mobius, les petites flèches qui se suivent entre elles, là, généralement, oui, mais les centres de tri, il n'y a personne qui lit ça dans un centre de tri, là, au niveau du plastique, là, il n'y a personne qui prend le temps de voir, c'est pas le numéro derrière. Et les numéros, c'est pas réglementé, donc des fois, il y a des erreurs parce qu'ils changent de plastique sans changer le moule et ainsi de suite, donc il ne faut pas se fier à ça. Donc, c'était une bonne intention au départ, mais c'est pas ce qui va, c'est pas ce qui change le monde. Réduction à l'élimination. Ça, là, c'est ce qu'on vit actuellement au Québec. C'est-à-dire, la réduction dont on nous parle au gouvernement, c'est souvent de la réduction à l'élimination. Là, je pourrais peut-être parler pendant des heures parce que je me bats contre une des formes que ça peut avoir. Combien de temps déjà que je parle? Trop, mais il n'y a pas ça. 40 minutes. Que je parle depuis 40 minutes? Non, c'est pas vrai. Ouais, mais ça, c'est une critique, ça. Mais, OK. Réduction à l'élimination. Donc, le gouvernement dit qu'on a réduit les déchets qu'on envoie à l'élimination. On pense, OK, on est des bons citoyens, des bons consommateurs, on a consommé moins, on produit moins de déchets. En fait, on a simplement transformé des déchets qu'on envoie au dépotoir en matériel de recouvrement. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque jour, on doit mettre une couche de terre. Le règlement, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est un minimum là, pour éviter que les rongeurs, les oiseaux viennent manger les poubelles dans les dépotoirs. Donc, on recouvre à chaque jour. C'est comme un gâteau à millefeuilles, un dépotoir, en fait. Il y a un petit fin qui a découvert qu'il n'y avait pas de limitation maximale et qu'au lieu de la terre, on pouvait mettre des déchets, des poubelles, si c'était autorisé par le ministère. Donc, il y a des dépotoirs, des lieux d'enfouissement technique qui utilisent des matières résiduelles, des rejets de X ou Y compagnie, ce qu'on appelle le fluff, les résidus de carcasses automobiles non métalliques. Le verre qu'on met dans notre bac de récupération, ça sert plus souvent qu'autrement comme matériel de recouvrement. Il va au dépotoir, mais il n'est pas éliminé. On fait de la magie aussi ici. Moi, j'appelle ça du blanchiment de déchets. Je pense que c'est suffisant, là, je me mélange un petit peu, mais c'est ce qu'on fait. On réduit à l'élimination. En fait, je pense que je me suis mélangé avec la suivante, parce que la réduction par blanchiment, c'est la question justement du recouvrement journalier. Si je reviens à l'autre au niveau de la valorisation, c'est que, mais tout revient au même aussi, c'est que, comme à Québec, on a un lieu d'élimination qui est l'incinérateur de Québec. On a un autre à Lévis. Au Québec, on a juste 2 incinérateurs pour brûler des poubelles domestiques. Lévis, Québec, en opération. Si jamais on transforme un incinérateur comme la Ville de Québec veut le faire en lieu de valorisation, en usine de valorisation, parce que l'énergie produite à partir de l'incinération des déchets, on alimente une papetière ou un hôpital, et on dit au gouvernement, bien, écoutez, moi c'est utile, je recycle mes poubelles en énergie, je vais être un valorisateur plutôt qu'un lieu d'élimination. Bien, faites attention, mes amis, parce que un lieu d'élimination, c'est régi par un règlement, le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Je ne dis pas que c'est un règlement parfait, mais c'est quand même un bon règlement jusqu'à un certain point. Par rapport à d'autres règlements à travers la planète, c'est certainement un des meilleurs règlements qui existent au niveau de la gestion des matières résiduelles en fin de vie, là, si on veut, pour l'élimination. Par contre, lorsqu'on transforme un lieu d'élimination d'un incinérateur en un valorisateur énergétique, là, ce n'est plus assujetti au règlement. Donc, c'est de la valorisation comme une usine de compostage, comme une usine qui fait
du recyclage de plastique et autres. Donc, ce n'est pas assujetti au BAC ou à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Donc, il n'y a pas d'étude d'impact. L'importation des matières visuelles est permise lorsqu'on parle de valorisation. Donc, si l'incinérateur, on jase, on parle pour parler, OK? Si il y a une infrastructure d'élimination qui est un incinérateur, par exemple, qui se transforme en une usine de valorisation énergétique, elle pourrait importer des matières visuelles des États-Unis ou de l'Ontario pour faire de l'énergie, donc faire plus de cash, pour rentabiliser la machine, grossir. C'est possible. Parce que ce n'est pas de l'élimination, donc ce qu'on appelle l'importation de déchets est permise dans ces cas-là. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on parle de réduction à l'élimination, mais tout ce qu'on veut faire, c'est transformer un mode d'élimination en un mode de valorisation. Inquiétez-vous pas, nous on travaille très fort auprès du gouvernement pour pas que ça se passe, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, plus nombreux que nous, qui qui travaillent aussi très fort dans le sens contraire. Et ça serait peut-être la pire des choses que l'incinérateur de Québec devienne un lieu de valorisation énergétique. Parce que là, vous perdez tout le contrôle sur les émanations, sur ce qui rentre, et ainsi de suite. Donc, au moins là, je ne dis pas que c'est loin d'être parfait, on s'entend, mais vous avez une petite poigne avec le règlement, parce que c'est assujetti. Je reviens au troisième, réduction par blanchiment. Ça, c'est moi qui ai trouvé ça, j'étais bien fier quand je l'ai trouvé, parce qu'on blanchit du déchet, parce qu'il rentre par la même porte dans le dépotoir, mais au lieu d'être enfoui, donc éliminé, donc on paye une redevance à l'élimination, une taxe si on veut, de 23 $ et quelques. Ça rentre dans les registres comme élimination, ça rentre dans les bilans d'élimination. On ne l'enfouit pas, mais on le met dans le dépotoir. Et on met des déchets par-dessus, puis le lendemain, on fait la même chose. Puis, au lieu de mettre quelques centimètres comme le règlement le prévoit, on va mettre 1 pied, 2 pieds, 3 pieds. Donc, ça disparaît. Donc, on a réduit les déchets éliminés parce qu'ils sont utilisés comme matériel de recouvrement dans un dépotoir. Donc, ils disparaissent véritablement. Donc, si on vous dit qu'au Québec, on a réduit l'élimination de déchets éliminés, c'est dans les... Légalement, c'est vrai, mais dans les faits, c'est faux parce que les poubelles vont toujours au même endroit, mais d'un côté, elles rentrent dans la colonne recouvrement, puis de l'autre côté, elles rentrent dans la colonne élimination. Ça, c'est un petit truc de passe-passe qu'on travaille depuis assez longtemps, on peut le dire sans peur de dire qu'on dit des bêtises. Et c'est pas une bêtise, c'est vrai. Donc, quand on parle de réduction, il faut faire vraiment attention de quoi on parle. Nous, on parle de réduction à la source, donc la seule et la vraie. Mais en fait, c'est prévention de la production. C'est pas trouver des façons de gérer un déchet une fois qu'il a été produit, c'est éviter d'en produire. Donc, c'est travailler en amont, c'est travailler au niveau des producteurs, avoir des lois coercitives, des règlements coercitifs pour faire en sorte que le produit qui soit mis sur le marché soit premièrement nécessaire, c'est-à-dire qu'on en ait besoin véritablement, que le produit soit durable. Là-dedans, on peut rentrer, par exemple, les produits électroniques avec l'obsolescence planifiée. Je pense que ça vient d'être adopté, c'est en Italie. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Samsung et Apple viennent d'être condamnés par une cour italienne à verser je ne sais pas combien de millions de dollars parce qu'ils ont été reconnus coupables d'obsolescence planifiée. Aujourd'hui, là. Hey, vous êtes chanceux, là? Yeah, oui, vous avez raison. C'est ça. Il faut lutter contre ça. C'est pas normal qu'en téléchargeant une mise à jour, notre téléphone ne marche plus quelques semaines après. Donc, il faut éviter ça, il faut punir ceux qui fassent ça. Donc, et éviter justement, des procédés comme l'obsolescence planifiée. Donc, faire des produits nécessaires, des produits qui sont durables. Puis, si jamais il faut vraiment en produire, puis il faut en produire, je ne dis pas qu'il ne faut rien consommer, mais il faut avoir des produits qui soient minimalement avec un contenu recyclé, des contenus recyclables et véritablement recyclés, si possible, au Québec. Et éventuellement des produits qui sont réparables et réutilisables. Une télévision, qui a fait réparer sa télé dernièrement au cours des 5 dernières années? OK. Laveuse, sécheuse. Oh, une main. OK. Ben, si j'avais fait la conférence il y a 20 ans, peut-être la moitié de la salle aurait levé la main. Aujourd'hui, il y a juste des irréductibles et il faut avoir la volonté et l'argent aussi parce que ça coûte cher de trouver quelqu'un qui répare des laveuses ou des télévisions. Souvent, c'est beaucoup plus cher que l'objet en neuf. Et ça, c'est un gros problème. On parle de changement climatique, gestion de déchets. Tout est interrelié. C'est-à-dire, pourquoi on a des problèmes au niveau des gaz à effet de serre qu'on produit, c'est parce que
c'est notre mode de consommation, la croissance toujours infinie qui induit la surproduction de biens et qui amène des problèmes de production de déchets. Donc, réduction versus croissance, ça c'est peut-être la diapositive la plus compliquée à comprendre, mais moi je ne la comprends pas vraiment. Mais j'essaie de faire un lien entre réduction et croissance. Donc, j'y vais par étapes. Croissance. Ça, j'ai lu de plein de livres d'économie et ainsi de suite pour vous dire que la croissance, c'est quoi? Ben, en fait, c'est l'augmentation de la production de biens. Jusque-là, ça va? On croit. On va dans l'usine, on fait des liens, on croit. Dans le sens avec un accent circonflexe, là. On y croit aussi. Bon. Ça crée de la richesse. On produit un bien, on crée de la richesse, on est riche. Puis, on est heureux. Donc, c'est ça la croissance. Est-ce que les gens y croient vraiment encore à cette fable-là, que plus on va produire, plus on va croître, plus on va être riche, plus tout le monde va être heureux? Moi, quand j'ai grandi, on parlait de la société des loisirs. Ça trahit mon âge un petit peu, là, mais dans les années 70, déjà, je me voyais à 8-9 ans. Wow, je vais travailler jusqu'à 40 ans, puis je vais avoir des loisirs, puis avoir une belle vie. Puis, donc, mais en fait, non. On travaille toujours de plus en plus. On est de moins en moins riches. Et on voit qu'autour de nous, les inégalités s'accroissent. Donc, ce modèle-là, et on va le voir, tant qu'à moi, complètement faux. Et quand j'entends, je ne fais pas de politique, puis je sais qu'il y a des politiciens dans la salle, mais quand j'entends parler que la priorité, c'est le développement économique, ça me rend malade, j'ai des boutons qui me poussent. Je ne suis plus capable. Ce n'est pas vrai. La croissance économique à tout prix, là, ça ne fonctionne pas. Dans 10 ans, on va dire, ben, c'était complètement débile ce qu'on disait à l'époque, mais c'est exactement ça. Il faut se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. On vit dans une terre, et là, je ne fais pas de l'anthropomorphisme, de sauvons la planète va nous survivre, et c'est tant mieux comme ça. C'est juste que nous, peut-être qu'on ne sera plus là. Mais en fait, l'environnement, c'est ça en bout de ligne. Hein. C'est comme la sauvegarde de notre espèce. Je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais on va tous mourir. Peut-être à cause qu'on ne s'est pas beaucoup aidé. Mais la croissance infinie, dans un monde fini, c'est impossible de façon mathématique. Là, c'est le fun. Encore un petit peu, il nous reste d'espace à gauche et à droite. Mais il y a un jour, à un moment donné dans l'année, qui s'appelle le jour du dépassement. Ça a été calculé il y a une trentaine d'années. À l'époque, on avait calculé qu'on avait consommé toutes les ressources que la planète produisait en un an à partir de fin décembre. L'an dernier, savez-vous, c'est quand on a consommé l'équivalent de ce que la planète a produit en un an? 1er août, oui, c'est le 1er août. Puis l'an prochain, ça sera certainement avant. Donc, c'est-à-dire là, on est en train de manger nos réserves dans le grenier, là, où on est en train d'utiliser ce que la Terre a mis des millions d'années pour produire, ben, à un moment donné, à force de gratter dans le sol pour trouver des ressources, ben, on n'en aura plus. Ben, c'est exactement ce vers quoi on se dirige si on ne change pas de paradigme. Donc, par opposition, si on parle de décroissance, en fait, c'est les mêmes petits... au lieu des cercles, c'est des rectangles, vous avez remarqué, et c'est un petit peu le contraire. Donc, j'y vais de façon logique. Donc, décroissance, ça veut dire une baisse de la production. Bon, ça veut dire une baisse de la création de la richesse. Jusqu'à là, c'est logique. Donc, ça inclut nécessairement une baisse de la qualité de vie, non? Ben, en fait, non. Il faut repenser notre paradigme, changer de paradigme. La croissance infinie basée sur l'extraction et la transformation des ressources naturelles est une utopie. Donc, c'est un peu ma ligne, là, quand les médias nous parlent, qu'on a 3 minutes à parler. Déjà, il faut que je prononce le nom de mon organisme. Ça me prend 1 minute et demie. Donc, je sors le mot utopie, puis bon, un écolo qui parle d'utopie, bon, c'est parfait. Mais en fait, c'est la croissance économique infinie qui est une utopie. Ce n'est pas possible. On parle même, je crois plus tard, on va avoir une expression qu'on utilise, mais il y a Oxfam qui a sorti un rapport là, qui l'an passé, ou tout récemment, là, basé sur des données de 2017, c'est 82% de la richesse créée en 2017 est allée dans les poches des 1% les plus riches du globe. Bon, ça, c'est sûr qu'on a contesté ça. Parce que lorsqu'on dit des choses comme ça, ben, il y a toujours des gens qui disent « Ben non, c'est pas vrai, vous avez mal calculé les affaires, et ainsi de suite. » Mais peu importe. Est-ce que vous êtes plus riche qu'avant?
L'argent existe. Je travaille dans le communautaire depuis plus de 25 ans. L'argent, il y en a. Les millions, ça pleut, mais ça ne pleut pas au bon endroit. Et ça pleut toujours, c'est comme un entonnoir, hein. C'est pas une pluie qui mouille tout le monde, là. Ça goûte toujours sur les mêmes personnes, les mêmes entreprises, les mêmes associations. Pour faire des projets en environnement ou X ou Y dans le communautaire, ou ainsi de suite. Donc, l'argent existe. Il y a beaucoup d'argent quand même. Mais, malheureusement, on nous maintient toujours sur le qui-vive ou toujours à l'article de la mort pour qu'on soit vivant, mais pas trop quand même. Donc, il faut vraiment repenser à redistribuer la richesse qu'on produit, parce qu'on est comme très riche collectivement. Une société riche, on a des riches en personnes, en humains, en idées, en ressources naturelles, en innovation, ainsi de suite, mais on n'est pas riche sur le plan politique. J'espère qu'on va le devenir de plus en plus, puis on le devient de plus en plus, ce qui était encourageant. Mais il faut arrêter de croire que la croissance économique infinie, c'est un mode de vie qui est durable. Si rien ne change, il va y avoir inévitablement un clash, c'est un terme qu'on utilise, un point de rupture en français. Il y a des économistes là, c'est même pas de gauche, mais c'est je vais dire lucide, j'aime pas trop ce mot-là non plus, mais en fait, il y a des gens qui disent que le point de rupture va être aussi tôt que 2030. Peu importe si c'est 2030 ou même 2050 ou même 2100, on devrait ne pas avoir de point de rupture. On devrait être en mesure, puis la Terre peut quand même, si on fait ça de façon équitable et si on consommait de façon raisonnable, on pourrait nourrir convenablement l'ensemble des citoyens qui sont sur la Terre. Regardez les migrants qui arrivent vers le Nord. Là. Pourquoi? Parce que oui, il y a des changements climatiques, oui, il y a ça, mais ils veulent aussi profiter de la richesse. Ils nous voient, ils nous envient, ce qui est tout à fait normal. Donc, les plus grandes mutations au niveau sociétal vont provenir justement du Sud. J'ai étudié en sciences politiques il y a très longtemps, et ça, je me souviens de ça, et ça m'avait frappé. Et aujourd'hui, je le vois. C'est il y a 30 ans que j'ai étudié ça à l'université. Et aujourd'hui, je le vois, les plus grands défis qu'on va avoir au cours des prochaines années, on disait ça dans les années 80, c'est l'immigration qui vient du Sud. Manque d'eau qu'ils ont, manque de nourriture, manque de richesse, ils vont vouloir aller là où ça se passe. Et c'est comme ça que ça a été de tout temps. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, la détérioration de l'environnement est réelle. Il faut respecter la capacité de support de nos écosystèmes. C'est pas une phrase écolo à la cucu, là, c'est réel. Regardez juste les inondations qu'il y a eu l'an passé à Montréal. Il pleut, ça coule sur du béton, ben ça s'en va directement au fleuve, puis sur le chemin, ça emporte des maisons. S'il y avait de la terre, des milieux humides, l'eau serait absorbée, l'eau aurait été même filtrée, puis apportée au fleuve presque pur. Même chose pour les arbres. C'est-à-dire, si on coupe les arbres indéfiniment, puis on dit on a des problèmes de gaz carbonique, ben c'est normal, on a coupé les poumons qui nous servent à vivre. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller en poncho, manger du tofu, et ainsi de suite. Là, simplement, c'est logique. On vit, on est des êtres humains, des animaux, et on a besoin de ce qui nous entoure. Je ne sais pas qui l'a dit, je vais le dire très mal, mais une fois qu'on aura tout bu l'eau, tout pollué l'eau, brûlé les arbres, puis les arbres, l'argent, on ne peut pas le manger. Là. Et c'est un petit peu ça, ça veut dire, vous pouvez embrasser ou enserrer un arbre si ça vous tente, mais l'idée, c'est de conserver un minimum de nos écosystèmes. On est dans un monde où on a tous besoin de la nature jusqu'à un certain point. Un exemple qu'on m'a donné, on peut prendre l'avion, ben, je ne vous le demande pas, c'est très polluant, mais on peut prendre, je sais pas, un vélo, mettons, mais ça va être difficile, bon exemple, mais mettons qu'on prend un avion qui n'est pas polluant. On peut enlever une vis sur un siège, une autre vis, puis une autre vis, ensuite on s'amuse, une semaine, 2 semaines, on enlève toutes les vis, mais on vole toujours là. Et, jusqu'à quand là, la vis qu'on va enlever va commencer à faire shaker l'avion, puis on va nous faire cracher? Bon, on ne sait pas, mais tant qu'il n'y a pas d'impact, on continue à enlever des vis, ça nous amuse. On enlève un siège, on enlève une poignée de porte, et ainsi de suite. Donc, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en environnement. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des impacts que ça peut avoir, mais lorsqu'on parle des rainettes faugrillons, lorsqu'on parle des abeilles, c'est pas parce qu'on est amoureux des abeilles, c'est parce qu'on en a besoin pour vivre jusqu'à un certain point. C'est pas vrai que tout seul, dans le désert, l'être humain va être capable de survivre. On a besoin de nos écosystèmes qu'on est en train de scraper parce qu'il faut se développer à outrance, parce qu'on a toujours la notion de développement économique. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être davantage parler d'économie du bonheur, avoir un ministère du bonheur lorsque vous serez ministre du bonheur. Hein?
Ça serait peut-être bien d'avoir ça. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, souvenez-vous de la première ligne. Ultimement, il faut viser le bien-être des gens. Autrement, là, on ne fait pas de politique, on ne travaille pas en environnement. Il faut viser le bien-être des gens. Si on vit dans une société démocratique, là, on s'entend. Mais en continuant à faire ce qu'on fait, on n'atteindra pas. Au contraire, on est en train de nous nuire. On le voit de plus en plus. Donc, et tout ça, ce n'est pas négociable parce que ça ne peut pas être négocié. Il faut changer de paradigme. J'aime ce mot parce que c'est compliqué. Et donc, revoir notre modèle économique et sociétal. Si vous avez compris ce que j'avais du mal peut-être à vous expliquer au début, ben c'est ça que ça veut dire. Il faut repenser nos façons de faire. Donc là, je commence le vif du sujet. Donc, l'introduction est terminée. Il faut bien que je m'amuse un petit peu. Donc, l'incinération. Un frein au développement durable. En fait, c'est un frein à l'environnement. C'est la pire aberration qui puisse exister en environnement, l'incinération des matières résiduelles. Pourquoi? Parce qu'elle détruit nos ressources. Essayer de refaire du plastique ou du papier, une fois que ça a été brûlé, c'est pas possible. Vous le brûlez, ben, c'est détruit, c'est perdu. Alors que, vraiment, ça serait bien d'éviter d'en produire si on peut. Si on peut, c'est-à-dire, c'est pas une religion non plus, mais si on peut éviter de produire un déchet, ben, évitons-le. Si on peut le réutiliser, le plastique, le papier, faire des contenants recyclables, réutilisables. On oublie souvent la réutilisation. Donner un contenant à son voisin. On a été manger dans un restaurant, là, est-ce qu'on peut le nommer? Oui, Soupe et compagnie. Soupe et compagnie. Donc, il y avait un frigo, un éco-frigo, un éco-fridge, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, mais on appelle ça un éco-frigo. Donc, moi, j'étais très nerveux parce que j'allais voir plein de gens ici dans une salle, donc je n'ai pas été capable de manger tout mon repas. Et on m'a donné l'opportunité de le mettre au frigo. Quelqu'un va certainement le prendre. D'ailleurs, c'était délicieux. Il est peut-être là encore, hein? C'était le soupe américain. Mais, donc, c'est ça. Elle détruit des ressources. Donc, je parlais de la réutilisation des contenants. Donc, ça détruit des ressources, l'incinération. C'est pas une fin en soi, l'incinération, c'est anti-logique. Elle coûte très cher. Parce que l'incinération, premièrement, c'est de la technologie. C'est une infrastructure qui coûte très cher, qu'il faut moderniser souvent. Je ne sais pas combien, si on a fait le calcul, combien d'incinérateurs, bon, je ne veux pas pointer un incinérateur en question, mais si on a déjà fait le calcul quelque part, combien ça a coûté, toutes les modernisations qu'on fait à des systèmes d'incinération pour les mettre aux normes, pour changer les grilles de fond, pour changer ici, changer les filtres, faire supposément avoir de nouveaux capteurs, ainsi de suite. Ça coûte extrêmement cher. On oublie aussi qu'un incinérateur ne fait pas disparaître les déchets. Il faut avoir un dépotoir pour enfouir les cendres. Donc ça, je ne sais pas si les gens le savent, mais à peu près un tiers ou 25%, un tiers de ce qu'on brûle, ben, en volume, est envoyé dans un dépotoir. Donc on paye 2 fois d'élimination. Donc lorsqu'on parle des coûts de l'incinération, ben, il faudrait demander combien ça coûte véritablement si on inclut les coûts d'entretien, et ainsi de suite, et les coûts d'enfouissement des cendres. Elle coûte très cher. Elle crée plus de problèmes environnementaux qu'elle ne prétend en régler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le poids combiné des matières qui rentrent dans l'incinération est plus faible et moins lourd que le total de déchets qui en ressort. C'est une étude qui a dit ça. Je ne veux pas dire que c'est à valider, mais c'est à revoir, mais ce que ça dit, c'est que lorsqu'il y a des émanations atmosphériques dues à l'incinération, il y a des molécules présentes dans l'air qui s'agglutinent aux émanations de l'incinération, qui font en sorte que le poids combiné de tout ce qui rentre est quand même plus lourd. Et comme je dis, il ne faut pas oublier qu'il y a environ 25 à 30% des matériaux qui sont sous forme de cendres, qui aussi ont leur poids, qui doivent être enfouis. L'incinération ne brûle pas le verre non plus, ou ne brûle pas certains matériaux. Donc, aussi sur le plan, donc ça c'est un plan au niveau atmosphérique, donc c'est des problèmes au niveau gazeux, des problèmes au niveau de l'enfouissement, donc au niveau peut-être de la nappe phréatique. Aussi, l'incinération, tantôt je l'ai abordé peut-être, lorsque j'ai dit que l'incinérateur de Québec avait été considéré comme un des plus grands, est-ce que je l'ai dit ça? Un des plus grands usines polluantes en Amérique du Nord, ça c'était il y a une dizaine d'années, États-Unis, Canada, Mexique, à cause des dioxines et furanes. Lorsqu'on brûle du plastique,
Au tout produit avec du chlore, on crée des substances qui sont hautement toxiques pour l'être humain, ce qu'on appelle dans la famille des POP, des polluants organiques persistants, notamment les dioxines et furanes, qui sont des polluants persistants qui demeurent dans l'environnement et qui sont ultimement consommés par l'être humain, qui est le dernier maillon de la chaîne alimentaire, et qui sont liposolubles, donc qui restent, on en voit beaucoup, là, des dioxines et des furanes qui s'attachent aux graisses. Donc je ne peux pas éliminer, même si je voulais, il faudrait que je me coupe un bras. Mais ce qui est moins drôle, c'est que ce sont les femmes qui, lorsqu'elles donnent naissance à un enfant, transmettent ces dioxines et ces furanes-là, ces polluants organiques persistants, à leurs enfants, notamment en créant le fœtus et l'enfant, mais aussi en allaitant sa progéniture. On a déjà fait un colloque il y a plusieurs années, ça s'appelait Fleuve Saint-Laurent et santé des femmes. On avait invité Albert Jacquard à l'époque. M. Jacquard avait parlé de ce problème-là aussi. On avait interpellé des femmes autochtones parce que ce sont elles, notamment celles qui habitent dans le nord du Canada, du Québec, qui sont le plus contaminées par ces polluants-là, qui proviennent directement de l'incinération non optimale des produits chlorés. Parce que ces polluants-là sont persistants, donc demeurent dans l'environnement très très longtemps et voyagent par ce qu'on appelle par saut de sauterelle. Donc, elles montent dans les nuages, évaporation, ensuite elles retombent sous forme de pluie, et ainsi de suite. Et elles se retrouvent dans le nord du globe. Et dans le nord du globe, on consomme beaucoup de gras animal. En fait, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Pas encore, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver lorsqu'il va y avoir des palmiers bientôt. Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Donc, on mange beaucoup de gras animal parce que c'est la source principale de nourriture pour ces gens-là. Et on a découvert que c'est les femmes, principalement les femmes autochtones du Grand Nord, étaient lourdement contaminées par les dioxines et les furanes, créées par nous au sud. Donc, encore là, une grosse injustice sociale et environnementale. Donc, elle est source de problèmes sociaux. Oui, l'incinération à Montréal, on a déjà eu des compagnies qui ont voulu construire gratuitement des incinérateurs, et comme par hasard, c'était dans l'est de l'île, et on a découvert pourquoi, parce que les gens sont moins éduqués, donc plus, ils ne savent pas lire, sont moins éduqués, j'espère que je n'ai pas dit plus, sont moins éduqués dans l'est de Montréal, c'est ce qu'ils prétendaient dans leur rapport ultra secret, donc ils avaient moins de facilité à comprendre des rapports compliqués, et c'était donc plus facile de leur vendre un incinérateur ultra polluant. Mais c'est source de contamination et de problèmes sociaux. En fait, tout lieu d'élimination, notamment lorsque les matières résiduelles proviennent d'ailleurs. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème à avoir une lieu d'élimination pour mes propres déchets ou ma communauté, mais lorsque je dois subir les déchets ou la carence des autres dans mon quartier, j'ai un problème. Vous avez certainement des problèmes d'odeur liés à l'incinération, des problèmes de cendres, des problèmes d'acceptabilité sociale, et c'est tout à fait normal. C'est pas normal que... Est-ce que je me trompe ou le quartier et l'incinérateur est un petit peu plus... parce que c'est pas la Haute-Ville, on s'entend. Parce que peut-être... Hein? C'est ici. C'est ici? Ben oui, c'est à côté, je le sais, mais je veux juste voir que quelqu'un d'autre le dise que moi, parce que je ne veux pas être poursuivi. Mais... Donc, on construit souvent des infrastructures comme ça, c'est partout pareil, là où les gens sont soi-disant moins éduqués, là où ils vont moins revendiquer, puis ils sont capables d'en prendre, ils en ont vu d'autres, et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Mais là, les gens commencent à se réveiller, c'est merveilleux. Là, je vois qu'il y a pas loin de 200 personnes, puis vous ne voyez pas, mais tous les gradins en haut sont pleins. Donc les gens sont de plus en plus éduqués. Vous venez ici, vous vous informez, vous prenez ce que vous voulez comme information, et c'est une forme d'éducation, de sensibilisation. Et c'est merveilleux que vous soyez ici ce soir, là, soit dit en passant. Donc, vous êtes au courant, vous allez être au courant, vous l'êtes certainement déjà, que c'est pas innocent si on construit des usines comme ça dans des régions, dans des quartiers soi-disant, où les gens sont soi-disant moins éduqués. C'est qu'il y a une raison aussi. Et ça crée des problèmes sociaux. Je disais à mes amis à table, moi j'ai vu plusieurs divorces de dépression liée à la gestion des déchets au Québec. Des gens qui travaillent, qui militent des années sur un dossier. Mais vous savez comment c'est, c'est contre un bulldozer, c'est même plus David contre Goliath, ce sont des multinationales, ce sont des millions de dollars, des centaines de millions de dollars qui sont en jeu. Vous avez souvent les municipalités qui font aussi beaucoup d'argent avec la gestion de déchets parce qu'elles reçoivent des redevances.
à la tonne, des choses comme ça. Donc, et les compagnies utilisent tous les subterfuges possibles et inimaginables. Actuellement, on supporte des citoyens dans la région de Drummondville parce qu'il y avait un agrandissement qui avait été proposé par une compagnie américaine qui vient de Houston. Et nous, on disait que suite aux fusions, il y a plusieurs années, il devait y avoir un référendum de la population. C'était noir sur blanc dans la loi sur les fusions de Drummondville et de Saint-Nicéphore, que si le site devait s'agrandir, ça devait être approuvé par la population par voie de référendum. On a fait un référendum, on a cogné aux portes et on a exigé de la municipalité de tenir sa promesse. En fait, sa promesse, c'était la loi. Et alors, OK, on vous regarde aller. On a cogné à toutes les portes de Drummondville et de Saint-Nicéphore, puis les gens se sont... Saint-Nicéphore, c'est comme loin de Drummondville vers le sud, là. Mais les gens de Drummondville se sont déplacés, ont signé suffisamment le registre et on a gagné le référendum. Donc, non, techniquement, on avait la loi derrière nous. Mais non, la ville n'a pas reconnu les résultats. Donc, on était là en cours. Nous, on a aidé financièrement les citoyens et les groupes de Drummondville parce qu'on trouvait ça injuste. Et c'est là où ça dure depuis des années. Des années et des années. Et encore là, c'est en cours. La compagnie et la ville ont des millions de dollars. Premièrement, la ville, c'est l'argent des citoyens. Et la compagnie, c'est l'argent qu'elle nous charge lorsqu'on met un déchet à la rue. Et c'est une multinationale américaine qui est la plus riche au monde. On parle de centaines, sinon milliards de dollars. Mais on tient notre bout, puis on est toujours en cours et on attend la décision. Mais ça fait 5 ou 6 ans. Un exemple. Donc, la récupération d'énergie produite à partir de déchets est incompatible avec une gestion écologique des déchets. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans le sens que c'est de l'énergie verte si on récupère de l'énergie à partir d'un incinérateur, qu'on appelle ça un valorisateur ou autre. C'est faux. OK? On détruit des ressources, ça coûte cher, ça crée des problèmes environnementaux, ça crée des problèmes sociaux. Et il n'y a rien d'écologique dans la récupération d'énergie. Et en passant, on n'a pas besoin d'avoir de nouvelles infrastructures pour créer de l'énergie au Québec, surtout à partir de déchets. En fait, c'est il vaudrait, si on veut vraiment être beaucoup plus efficient au niveau énergétique, on devrait éviter de produire certains biens de consommation. Et c'est là où il y aurait un véritable gain énergétique. Pas en brûlant des matières qui sont perdues à tout jamais et qui causent tous les problèmes que j'ai mentionnés là. Donc, les alternatives à l'incinération. Donc, ça fait 20 minutes, c'est ça? Donc, une réelle réduction à la source. Que ça soit, peu importe le moyen, ayez des actions qui visent la réduction à la source. On en parle beaucoup ces temps-ci du zéro déchet, des familles qui ont un petit bocal de pots-maçons, de poubelles. Personnellement, j'ai essayé, j'ai pas essayé longtemps si je suis incapable. Donc, sentez-vous pas coupable si vous n'êtes pas capable de faire de la réduction à la source optimale comme des gens, des fois que vous voyez à la télé. C'est pas tout le monde qui est capable. On n'a pas tous le même mode de vie, on n'a pas tous des enfants, ou des fois on en a. Ça aussi, c'est pas lui. Je sais de quoi je parle. Mais non, ça va. Donc, mais une réelle réduction à la source. On parle beaucoup de sacs, comme quoi le sac réutilisable, ou tel objet, la paille, ainsi de suite. Peu importe. Si on parle de réduction, par exemple, on veut bannir les pailles ou tel autre objet, les couvercles de boissons. Je sais que c'est peut-être des gestes qui peuvent avoir l'air futiles, mais au moins, pour nous, comme organisme national, c'est une porte d'entrée pour interpeller le gouvernement en disant il faut avoir des politiques concertées sur le plastique à usage unique et plus largement sur les produits à usage unique. Donc, avoir des politiques qui visent à bannir ces produits-là. Et on sert de la paille ou du bouchon de je sais pas quoi, et ça fait son petit bonhomme de chemin. Là, il y a un parti politique, et je pense que c'est celui qui est au pouvoir, qui avait promis le bannissement de je sais pas quoi, un objet en particulier. D'accord, mais tu fais quoi après? C'est-à-dire, une fois que les compagnies sont pas folles, vont mettre, si on bannit quelque chose ou une matière en particulier, elles vont mettre sur le marché d'autres produits, on n'est pas plus gagnant. Donc, c'est vraiment avoir une réelle réduction à la source. Ou des petits trucs que je donne aussi souvent parce que je les oublie pas, ceux-là. Mais si vous allez faire des commissions, d'acheter de la nourriture, mangez avant. Vous allez acheter beaucoup moins de nourriture et certainement moins la gaspiller. Faites-vous une liste d'épicerie, c'est des petits trucs tout simples. Attendez 24 heures avant d'acheter un objet qui n'est pas d'utilité usuelle. Donc, faites des petits gestes comme ça. Et un jour, vous allez voir que finalement, faites du compostage. Le compostage, c'est pas de la réduction à la source, mais ça va réduire vos déchets
à l'élimination. Mais plus vous faites des petits gestes comme ça, plus vous lisez, plus vous allez à des activités comme ça, plus vous allez découvrir des façons de réduire vos déchets à la source. Et tout petit geste dans la bonne direction est un bon geste. C'est-à-dire, il n'y en a pas de trop petit, là. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut évoluer, mais quand même, si on arrive à toucher tous les citoyens d'une façon pour que ça touche son quotidien, on a gagné une victoire. Ça ne dit pas gagner une victoire? On a obtenu une victoire. Développer une autre façon de consommer. Ce qu'on appelle l'alter-consommation. Alter, c'est autre. Donc, c'est un pléonasme, mais bon, ça fait savant. Mais l'alter-consommation, notamment, on parle d'économie, de partage, d'économie de fonctionnalité, tout ça englobé dans l'économie circulaire, un mot que j'aime pas trop utiliser parce que ça veut tout et rien dire, mais il y a d'autres façons de consommer. L'éco-frigo, par exemple, ça se développe de plus en plus, c'est une excellente chose. Les lieux de partage, ce qu'on appelle les Fab Labs, où on partage des locaux, on partage des équipements. En passant, allez voir sur le site sqrd.org, Semaine québécoise réductiondedéchets.org. On a justement réalisé un répertoire avec, je pense qu'on peut retrouver pas mal l'ensemble de tous les magasins zéro déchet, mais aussi toutes les plateformes, que ce soit Facebook ou des sites web qui justement font la promotion, pas juste la promotion, mais font de l'alter-consommation. C'est-à-dire, au lieu de tout réinventer la roue, on a mis en ligne tous les répertoires qu'on a pu trouver. Donc, faites un petit peu de recherche sur le répertoire de sqrd.org et vous allez voir qu'à Québec, il y a plusieurs initiatives qui existent, ou ailleurs sur la province. Et c'est une carte, on est moderne, c'est une carte où vous pouvez faire des recherches avec votre code postal et trouver qu'est-ce qui existe autour de vous. Donc, ça va aussi vous donner des idées, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Vous pouvez rentrer en contact avec ces gens-là. Et souvent, ces gens-là ne sont pas mis tellement en lien. C'est ce qu'on a découvert. Donc, il y a des façons d'avoir justement un autre paradigme, d'autres façons de consommer. Arrêter de consommer arrêter la croissance, ça ne veut pas dire arrêter de consommer, mais consommer différemment. Arrêter d'avoir une croissance sur l'extraction des ressources. On peut développer des économies de services, la réparation de télévision, les produits durables, et ainsi de suite, les services. Donc, mettre en place des mécanismes qui favorisent véritablement le recyclage, incluant les matières organiques. Donc, il y a deux petits points. Avoir des objectifs gouvernementaux de recyclage plutôt que de récupération. On est toujours dans une crise de recyclage actuellement. En fait, ça se voit beaucoup parce que les centres de tri perdent de l'argent, parce que le prix des matières a baissé, parce que, la Chine a arrêté d'acheter des matières recyclables à travers la planète. Si on veut véritablement développer ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est très à la mode. Il va y avoir un gros colloque au début décembre à Montréal là-dessus. On va y assister, même si ça coûte très cher, mais on veut être là. Parce qu'on veut dire ça. Arrêter d'avoir des objectifs de récupération, ça ne veut rien dire. Moi, savoir qu'on a récupéré 800 000 tonnes, ça me donne quoi de le savoir? Je veux savoir qu'est-ce qu'on a fait avec ces 800 000 tonnes-là. Est-ce qu'on les a véritablement recyclés? Si oui, où? Si c'est à l'étranger, pourquoi il y a du moyen qu'on puisse les recycler ici véritablement, créer de l'emploi ici, avoir justement créé un besoin, donc faire en sorte que les donneurs d'ordre demandent justement dans leur cahier de charge qu'on ait des produits à contenu recyclé ou recyclable. Actuellement, ça n'existe pas. Le gouvernement n'utilise même pas, ne peut pas demander à ses ministères d'avoir du papier à contenu 100% post-consommation. Parce que ça coûte plus cher. Puis c'est toujours, il faut acheter le papier le moins cher, donc c'est du papier souvent vierge, pas de contenu recyclé. Pourtant, c'était une promesse d'une ministre il y a 20 ans. On va dire à tous nos ministères d'acheter du papier recyclé. Bien, ça se fait pas, ça se peut pas, c'est pas possible techniquement. Donc, il y a des choses à changer. Et avoir des objectifs de recyclage plutôt que de récupération, ça veut dire qu'il faut responsabiliser les industries plutôt que les municipalités. Actuellement, il y a une campagne de sensibilisation de la part des grandes-entreprises Québec où vous voyez des représentants de l'industrie qui vous disent « de rien, ça nous fait plaisir ». Parce que c'est eux, ce sont les industries qui payent la récupération au Québec. C'est vrai, les 150 millions de dollars dont j'ai parlé tantôt, c'est les coûts nets de la collecte sélective municipale au Québec. C'est remboursé par les grandes-entreprises Québec qui donnent l'argent au gouvernement, Recyc Québec, et Recyc Québec redonne l'argent aux municipalités. Mais ultimement, c'est le consommateur à l'achat. Lorsque vous achetez une boîte de céréales, une bouteille de vin, vous avez un frais
qui n'est pas montré sur la facture, qui sert à financer ce système de récupération. Pour l'entreprise privée qui met en marché, incluant la SEQ, l'entreprise publique ou privée qui met en marché des produits comme ça, à usage unique, qui se retrouvent dans le bac de récupération, qui sont recyclables, mais tout est recyclable dans la vie, là, on s'entend, on dit que c'est une complète déresponsabilisation. Elles n'ont aucune obligation, si ce n'est que de financer les counettes. En fait, c'est nous tous qui finançons les counettes de la collecte sélective. Aucune autre obligation d'avoir des produits durables, des produits nécessaires, des produits à contenu recyclé ou recyclable. Donc, on nous dit que oui, les coûts de ce régime-là, qu'on appelle le régime de compensation, va induire des comportements responsables de la part des entreprises, et ainsi de suite. Moi, je n'y crois pas personnellement. Ce qui va marcher, c'est si on responsabilise légalement les entreprises, comme ça se fait dans certains pays européens. Tu mets en marché un produit, tu en es responsable. Point final. C'est-à-dire, lors de la conception, lors de la conception, lors de la construction, de la fabrication, lors de l'utilisation et lors de la disposition. Tu en es responsable tout au long de sa vie. Et ça veut dire que tu es responsable aussi de savoir où ça va, comment c'est récupéré, recyclé, et ainsi de suite. Actuellement, c'est le néant total. Tout ce qu'on a, c'est un bac de récupération, puis on dit tous que c'est un bac de recyclage, qu'on fait notre part pour l'environnement, même nous, jusqu'à un certain point, là, celui des douanes, qu'on est content de recycler, c'est bon pour la planète. Hey, arrêtez ça, s'il vous plaît, là. OK? Donc, ça, c'est pour ça que l'entreprise privée préfère financer un système de récupération pêle-mêle, parce que toutes les entreprises qui contribuent financièrement à ce système de récupération ne veulent pas être responsables des produits qu'elles mettent en marché. Elles préfèrent donner la responsabilité aux municipalités, ce qui n'a pas de bon sens. Les municipalités ne sont pas responsables de ce qui est mis en marché, tant au niveau de la quantité, la qualité de la matière. C'est-à-dire, si on a un produit qui est mis sur le marché qui n'est pas recyclable, ou qui est multimatière, ou un plastique composé d'autres plastiques, analysez les types de plastique sur une bouteille de boisson gazeuse, là. Vous allez voir. Avec le PLA qu'il y a dedans, l'étiquette en PVC, le bouchon qui est en plus l'encre pour imprimer tout ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de plastique. C'est pas juste du PETE, là, du polyéthylène. Là. Il y a un paquet d'autres choses. Donc, c'est pas une municipalité à être responsable de tout ça, d'être pénalisée, parce qu'ultimement, elles sont pénalisées. Ça devrait être l'entreprise privée. Mais là, même s'il y a une crise, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, ça ferait plaisir à tout le monde, puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau, que finalement, on arrive là, à se croiser les doigts, à passer à travers la crise, puis que finalement, on ne change rien. Parce que le système actuel favorise justement un mode de consommation à outrance, ça favorise une surconsommation, ça favorise cette sacro-sainte économie basée sur l'extraction des ressources premières, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans une belle économie capitaliste. Donc, il y a un gros problème à ce niveau-là. Responsabilisons les entreprises et arrêtons de donner le fardeau aux entités municipales. Ils ne font pas juste des mauvaises choses, les municipalités, là, font des bien bonnes choses, mais ça, c'est une responsabilité qui ne ferait pas leur échoir. Échoir? Hein? Quand même. Donc, avoir de réelles mesures pour viser le bannissement des produits à usage unique. Oui, si on bannit les bails, oui, si on bannit je ne sais pas quoi, bon. Mais avoir une politique globale, avoir une stratégie de bannissement des produits à usage unique et pas juste viser un produit ou un autre. Il y en a des centaines, sinon des milliers de produits à usage unique au Québec et dans le monde. Je ne commencerai pas à les nommer là, parce qu'on va vraiment dépasser l'heure, mais c'est le moment là, de demander au gouvernement. Le fédéral va avoir une stratégie. Le Québec pense à une stratégie. En fait, c'était dans le précédent gouvernement voulait avoir une stratégie pour viser certains produits plastiques, mais il faut élargir ça, il faut avoir une stratégie globale, une planification globale, une vue d'ensemble, arrêter de travailler en silo, morceau par morceau, autant pour les produits que pour les changements climatiques, gestion de déchets, gestion de l'eau, tout est interrelié. On ne peut pas juste mettre les millions au changement climatique et continuer à produire des produits jetables comme si de rien n'était. Tout est interrelié. Le transport, l'aménagement urbain, le développement, et ainsi de suite. Donc, ça serait bien d'avoir un gouvernement qui a cette vision d'ensemble et surtout avoir un ministère de l'Environnement qui ait les moyens de ses ambitions. Actuellement, je pense que c'est 400 millions de dollars le budget du ministère de l'Environnement. C'est moins que les augmentations données à certains professionnels de la santé. Pour un ministère, alors que ce ministère-là devrait être financé dans 20 ou 30 ans à la hauteur du ministère des Transports ou même de la Santé. Investir en environnement, c'est de l'argent en moins qu'on va dépenser en santé. Prévention, c'est pas juste dans la réduction des déchets, mais c'est aussi dans la santé.
Donc, alternative à l'incinération, si on poursuit, tout ce qui n'a pu être réduit, réutilisé, recyclé ou composté devrait être disposé sécuritairement dans un lieu d'enfouissement. On ne dit pas qu'on est pour les gros dépotoirs ou les méga dépotoirs. On s'est battu des années contre ça et on se battra encore des années contre ce type d'élimination, mais l'incinération n'est pas une option, donc il faut disposer sécuritairement les matières dans un lieu d'enfouissement. Actuellement, c'est la meilleure façon qu'on a trouvé. Mais si on détourne tout ce qui est organique, recyclable, réutilisable ou autre, ben ça va être, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un dépotoir comme ça à côté de chez moi. Là. Pas d'odeur, pas beaucoup de camions, pas de contamination de la nappe phréatique et autres. Donc, on appelle ça de l'enfouissement sélectif. S'il y avait des ressources investies dans les programmes d'information, sensibilisation et éducation, autant de ressources investies en ISE qu'il y en a en récupération, recyclage et élimination, nous n'aurions plus besoin d'incinérateurs ni de tant de lieux d'enfouissement dans la province. Et c'est ça, on investit beaucoup dans des grosses machines, dans des grosses infrastructures, des centaines de millions de dollars par fois, alors qu'on oublie qu'à la base, c'est le citoyen. Si le citoyen ne se sent pas, je ne vais pas dire investi, mais ne s'approprie pas la démarche qu'on veut lui imposer, ben, ça ne marchera pas. On parlait de biométhanisation tantôt, ben, c'est la même chose. Au niveau de la gestion des matières organiques, on a beau investir 100 millions dans une usine, ben, si on n'investit rien auprès du citoyen, celui qui va amener la matière première, ben, ça va être un fiasco total. Et je le vois, c'est un petit peu ça qui se dessine à la grandeur de la province. Malheureusement, la matière organique, là, c'est pas miraculeux, là, c'est-à-dire, les Anglais disent garbage in, garbage out. Si vous mettez une fourchette dans la machine, la fourchette n'est pas compostée, elle va ressortir. Puis ben, le compost, moi, le fermier, je n'en voudrais pas. Donc, ça va aller dans un dépotoir comme recouvrement. Il ne sera pas éliminé en passant. Il va disparaître dans les limbes. Mais c'est ça, malheureusement, qui risque de passer si on ne comprend pas que finalement, la clé du succès, c'est le citoyen. Le citoyen, je vais dire le consommateur, mais le citoyen. C'est-à-dire, le citoyen doit être au cœur de toutes les démarches, tous les projets qui touchent la gestion des déchets. J'ai parlé tantôt aux gens de Québec, puis je les connais un petit peu, et c'est partout pareil. On n'est pas informé, on n'a pas les vraies données. On nous dit que ça va être une infrastructure qui va régler les problèmes, qui va être bon pour l'environnement, on va faire de l'énergie verte avec le méthane, si on parle de la biométhanisation. Alors qu'il y a des pièges, il y a beaucoup de pièges là-dedans. Il faut faire très attention. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, surtout pas ce que je dis, là. Parce que je peux vous en passer une petite vite en passant. Ben non, c'est pas vrai. Mais faire attention. Lorsqu'on parle d'énergie verte, parce que c'est du biométhane, faites attention. Il y a d'autres formes de méthane. Il y a du méthane qui vient d'autres sources. Donc, on peut utiliser du méthane ou qui n'est pas nécessairement de la biométhanisation. Puis la biométhanisation, l'idée d'avoir une usine de biométhanisation, c'est de traiter la matière organique, la retirer de l'élimination pour qu'elle ne cause pas de méthane, justement. Le compostage fait exactement la même chose, sauf que ça ne coûte pas des millions et c'est aussi efficace. Et si c'est bien fait, ben, il n'y a pas d'odeur non plus. Et je ne dis pas qu'il faut le faire en plein centre-ville ou dans un quartier populeux. Il y a des façons de faire plus intelligentes et plus sensées. Et là, je pense à Montréal, là, notamment, qui vont aussi vers des projets pharaoniques, si on veut, de biométhanisation, alors qu'ils ne se sont pas arrêtés sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va faire de la matière qui va sortir de la machine, le digestat, et comment on va s'assurer que la matière qui rentre, donc celle du citoyen, va être d'assez bonne qualité pour ne pas justement avoir en aval à gérer des matières qui ne seront pas du compost. Donc, on est déjà rendu, ça passe vite. Conclusion, période de questions. En passant, vous êtes ça m'arrive pas souvent, ça peut être la première fois, mais vous avez été un très bon public. J'ai vu les réactions de tous et chacun. C'était un plaisir. Donc, vous avez vu que moi-même, j'avais un certain plaisir à vous dire ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous remercie infiniment. Et si vous avez des questions, ben, ça va me faire plaisir de dire.